Tout cela était arrivé simplement parce qu'il avait tué dans un jeu vidéo situé dans un monde magique, le boss final qui se trouvait être une sorcière. À sa grande stupeur, le protagoniste s'était alors vu transporté dans cet univers fantastique, et plus précisément, renvoyé au début de l'intrigue. À l'origine, ce jeu se voulait un simulateur de romance à destination d'un public féminin. Mais contre toute attente, il avait conquis le cœur d'un large public masculin. La raison ? Un style de combat flamboyant et une multitude de personnages jouables librement, qui faisaient vibrer les amateurs de gameplay exigeant. Parmi eux, un personnage était particulièrement médiocre, d'une nullité abyssale. Il vivait dans un monde de magie, et pourtant, ne savait même pas lancer le moindre sort. Autant dire que personne ne voulait l'incarner. Et pourtant, une personne l'avait choisi, et joué avec ce personnage pendant 10 ans. Ce joueur, c'était justement le protagoniste. Le personnage en question portait le nom de Baek Uzeol. 10 années s'étaient écoulées, et le jeu n'avait plus grand-chose de neuf à offrir. Pourtant ce jour-là, quelque chose d'inhabituel s'était produit. La section des commentaires s'était soudainement animée. Le protagoniste avait cru, un instant, que les développeurs avaient enfin publié une mise à jour. Mais en y regardant de plus près, il s'était aperçu que tous les joueurs tués par le boss final étaient désormais dans l'impossibilité de se reconnecter au jeu. Ce phénomène l'avait profondément interloqué. Comment un jeu pensé pour la romance pouvait-il finir avec un boss final si destructeur ? Et ce dragon noir, il avait selon les données, 99% de résistance magique, la capacité de lancer des sorts sans aucun temps de recharge, et pouvait même absorber la magie. Était-ce seulement un bug ? Ce mystère avait éveillé sa curiosité. Dans ce monde magique, affronter une sorcière boss était effectivement terrifiant. Il avait ensuite consulté brièvement le scénario et compris que tout cela faisait partie d'un complot orchestré par une secte nommée les cultistes des ténèbres. À vrai dire, le protagoniste ne s'était jamais vraiment soucié de l'histoire. Mais cette fois, la destruction imminente du monde virtuel ne laissait guère de doute, la fin était proche. Et puisque le destin était scellé, autant se mesurer à l'épreuve. Il s'était dit que le moment était venu de montrer l'étendue de son véritable talent. Baek Uzeol n'était même pas digne d'un rôle secondaire. Pourtant, il possédait une compétence unique, téléportation éclair, un pouvoir bien trompeur. Il ne permettait qu'un déplacement aléatoire dans un rayon de 3 à 10 mètres, sans contrôle sur la direction, et une mauvaise utilisation pouvait aisément mener à la mort. Mais avec un entraînement acharné, il était possible de maîtriser cette capacité au point de se déplacer de manière stable toujours droit devant, à une distance précise. C'était un talent ingrat, exigeant, et quasi inutilisable pour la plupart des joueurs, mais pour le protagoniste, c'était un défi stimulant. Pendant 10 ans, dans ce monde magique dominé par la magie, il avait choisi de jouer un personnage axé uniquement sur l'attaque physique. Qui aurait pu prévoir une telle stratégie ? Sûrement pas le dragon noir. Ce dernier n'avait aucune défense face à une telle approche. Finalement, grâce à une maîtrise exceptionnelle et à l'utilisation parfaite de la téléportation, le protagoniste avait réussi à terrasser le boss final. Lorsqu'un nouveau message de succès était apparu à l'écran, il en était resté interdit. Même équipé de la meilleure armure épique, il n'avait jamais imaginé qu'un personnage aussi minable puisse remporter une telle victoire. Mais après tout, c'était une réussite. Une belle réussite, et il comptait bien la partager. Il s'apprêtait à publier un message de célébration, lorsqu'un événement inattendu s'était produit. Une notif rouge était apparue devant ses yeux, une alerte critique. Un message s'était affiché, annonçant qu'une fin erronée avait été déclenchée, le monde d'Aether était en train de s'effondrer. Puis une voix étrange avait résonné près de son oreille, suppliant qu'il change ce destin, car il était le joueur le plus proche de la véritable fin. À cet instant, il avait senti sa force s'échapper de son corps. Le monde s'était mis à tournoyer. Quand tout s'était dissipé, ne restait que l'obscurité. Là dans le vide, 2 moniteurs encore allumés témoignaient de sa présence passée. Lorsqu'il avait rouvert les yeux, il s'était retrouvé dans une petite cabane glaciale. Un vent glacial l'avait transpercé jusqu'aux os. Où était-il ? Il s'était levé en frissonnant, regardant autour de lui, désemparé. Dans un coin, il avait aperçu un miroir fêlé. Poussé par un instinct inexplicable, il s'en était approché. Ce qu'il y avait vu l'avait stupéfié, le reflet qui lui faisait face, c'était Baek Uzeol, son personnage du jeu. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, une boîte de dialogue s'était ouverte sous ses yeux. Une scène apparaissait, celle d'une fuite désespérée pour échapper à des poursuivants. Le protagoniste avait immédiatement reconnu ce passage, c'était le prologue du scénario. Soudain, une pensée fulgurante lui avait traversé l'esprit. Il plongea la main dans sa poche et en retira un document familier, la lettre d'admission de l'Académie Stella. Bien qu'il eût encore du mal à y croire, le protagoniste dut se rendre à l'évidence, il se trouvait bel et bien dans le monde du jeu. Mais pourquoi fallait-il que ce soit Baek Uzeol, ce personnage si médiocre ? Certes, tous les chemins mènent à Rome, mais qui ne rêverait pas de naître directement à Rome ? Il s'efforça de reprendre son calme. Cette voix de tout à l'heure semblait avoir évoqué une véritable fin. Pourtant, il se souvenait parfaitement que ce jeu n'avait aucune fin prédéfinie.
À moins que cela ne signifie non pas qu'il n'existait pas de fin véritable, mais que personne en 10 ans n'avait jamais réussi à l'atteindre. La situation lui devint alors limpide. Si sa mémoire ne le trompait pas, les poursuivants devaient être tout proches. Il jeta un regard prudent à l'extérieur, et en effet, ils étaient là. Craignant d'être repéré, il se pressa contre le mur. Malheureusement, la cabane était bien trop voyante, elle fut vite localisée. Voyant les ennemis se précipiter dans sa direction, une panique glaciale s'empara de lui. Avec ce corps-ci, il ne pouvait espérer semer ses mercenaires. Quant à les affronter, il n'en avait tout simplement pas la force. Alors qu'il hésitait, sans la moindre idée de ce qu'il pouvait faire, un encadré surgit soudain devant ses yeux, une compétence utilisable, téléportation. Il fixa l'écran, stupéfait. Comment cela, utilisable? Baek Yuzeol, dont le corps était toujours privé de magie, avait toujours compté sur cette unique compétence. Il se remémora que la distance maximale de l'éclair était de 9 mètres, avec un temps de recharge de 3 secondes. Pourtant, même s'il brûlait d'envie de l'utiliser, il n'avait plus de souris ni de clavier sous la main. Les poursuivants l'encerclaient déjà, et Baek Yuzeol se prépara à tenter le tout pour le tout. Dès la première seconde, Baek Yuzeol s'était élancé hors de la petite cabane de ce tutoriel pour les débutants du jeu, afin d'échapper aux poursuivants. Pour lui, la seule chance de survivre était de recourir à sa compétence de téléportation, car l'adversaire chaussé de bottes magiques approchait à une vitesse terrifiante. Alors qu'il voyait le poursuivant se rapprocher de plus en plus, Baek Yuzeol n'était toujours pas parvenu à déclencher son sort. Il savait que la plus grande faiblesse de ce sort était de le propulser. S'il ratait son angle, il finirait directement dans un mur ou un obstacle, ce qui équivalait à une mort certaine. Au moment où le poursuivant s'apprêtait à l'achever, un éclair blanc traversa soudain l'air. Baek Yuzeol avait réussi à activer la téléportation. Tous les poursuivants en restèrent médusés, découvrant qu'il s'agissait donc d'un magicien. Leur chef pourtant ordonna aussitôt à ses hommes de ne pas paniquer, rappelant que ce sort imposait 2 secondes d'immobilité après son usage. Mais en vérité, Baek Yuzeol filait déjà à toute allure, plus vigilant que jamais dans sa fuite. Il savait que seul un joueur capable de maîtriser cette compétence pouvait espérer surmonter ce scénario d'introduction. 99% de ceux qui avaient tenté l'aventure avec le personnage de Baek Yuzeol avaient échoué à cette étape. Dans la forêt, Baek Yuzeol s'appliquait à utiliser sa téléportation avec une précision redoutable, franchissant les obstacles et esquivant les branches. Le chef des poursuivants furieux maudissait son adversaire, se demandant s'il était fou de recourir à la téléportation dans un environnement si dangereux. Il donna l'ordre à ses hommes de recourir à des attaques magiques à distance. Plusieurs poursuivants se rassemblèrent, prêts à lancer leur sort pour l'éliminer. Baek Yuzeol de son côté, venait de recevoir un second objectif pour cette mission, esquiver les attaques magiques grâce à la téléportation. Il savait qu'il fallait normalement prévoir la trajectoire sur un écran, mais, alors qu'il se demandait comment s'en sortir, le système lui indiqua qu'un nouveau talent venait de naître, l'intuition et l'accélération cognitive. À l'instant où les projectiles magiques fendirent l'air vers lui, il parvint à les éviter sans peine, profitant du court répit avant leur explosion pour déclencher à nouveau son sort. Là où il se tenait un instant plus tôt, un énorme cratère venait de s'ouvrir. Restait encore le 3e défi du tutoriel, franchir un précipice à l'aide de la téléportation. Il fallait parvenir à annuler le sort dans un délai de 0,1 seconde, sans quoi la moindre erreur signifierait une mort certaine. Alors que les poursuivants le talonnaient, Baek Yuzeol hésitait. Il n'avait que 3 secondes de délai avant de pouvoir réutiliser la téléportation, et le gouffre réclamait plusieurs bonds. Il songea un instant à se battre et à abattre ses ennemis avant de franchir l'obstacle. Il se tapit alors derrière un rocher flottant, conscient que selon les règles du jeu, il était impossible de porter atteinte à ses poursuivants. Mais s'il ne s'agissait pas d'un jeu, alors rien ne l'empêchait de riposter. Il se moquait bien de savoir s'il pouvait vraiment les tuer, persuadé qu'il leur était supérieur. C'est ainsi qu'il dégaina sa petite lame, prêt à un affrontement direct. Les poursuivants finirent par repérer sa cachette et convergèrent vers lui. Baek Yuzeol, après avoir évalué la distance, adopta une posture défensive. Ses adversaires pensaient qu'il était déjà perdu, mais au moment où il s'y attendait le moins, il utilisa sa téléportation, traversant la distance en un éclair pour abattre un poursuivant d'un seul coup. Il savait que pour survivre, il devait frapper le premier et sans hésiter, il repoussa d'un coup de pied le corps de sa victime, profitant de la confusion pour s'enfuir à nouveau. Bien qu'il ait éliminé un poursuivant, le nombre d'ennemis restait trop important. À cet instant, le silence se fit autour de lui. Baek Yuzeol crut un instant que ses poursuivants renonçaient, ignorant qu'il était déjà encerclé de toutes parts. Il voulut user de la téléportation pour fuir, mais constata qu'aucun point d'ancrage n'était libre. Ses adversaires lancèrent alors leur sort, un jet de flamme fendant l'air pour le consumeur. Acculé et sans solution, Baek Yuzeol aperçut soudain un arbre solitaire au sommet de la falaise. Sans réfléchir, il téléporta son corps au pied du tronc. À peine avait-il disparu qu'une explosion retentit derrière lui, là où il se trouvait un instant plus tôt, laissant un cratère béant. Les poursuivants le maudissaient, affirmant qu'il était fou de se croire capable de survivre.
Baek Yuzeol brandissant sa lame, venait à peine de réapparaître. Le poursuivant le plus proche encore abasourdi, n'eut pas le temps de réagir. Baek Yuzeol le transperça d'un seul coup, avant de se tourner vers un autre adversaire. Sans que les poursuivants n'aient le temps de comprendre ce qui se passait, Baek Yuzeol USA à nouveau de sa téléportation, frappant un troisième ennemi d'un coup sec. Même la victime touchée en plein cœur, n'avait pas compris ce qui venait de se produire, tandis que le chef des poursuivants la bouche grande ouverte, assistait à cette scène avec effroi. À présent, il ne restait plus que 2 poursuivants. Baek Yuzeol comprit qu'il devait les éliminer avant que leur renfort n'arrive. Le chef des poursuivants stupéfait, se demandait comment ce jeune homme pouvait avoir une telle réserve de magie, utilisant sans cesse son sort de téléportation, à une vitesse qui surpassait même celle des joueurs professionnels. Fort de cette supériorité, Baek Yuzeol savait qu'il avait toutes ses chances pour les tuer sur le champ. Le chef des poursuivants jugea que Baek Yuzeol ne disposait que de la téléportation et d'une dague, ce qui à ses yeux, ne lui permettrait jamais de l'atteindre s'il protégeait soigneusement ses points vitaux. Quand Baek Yuzeol chargea à nouveau, le chef se servit aussitôt de la magie de glace pour le contrer. À cet instant, Baek Yuzeol enchaîna plusieurs téléportations, apparaissant et disparaissant en un clin d'œil. Les poursuivants en furent convaincus, cette fois pensait-il, le jeune homme n'avait aucune chance de survie. Mais contre toute attente, Baek Yuzeol se matérialisa soudain près d'un autre poursuivant et d'un coup de dague, l'envoya rejoindre l'autre monde. Le chef exaspéré, traita Baek Yuzeol de rat qui ne cessait de se faufiler d'un endroit à l'autre. En face, Baek Yuzeol esquissa un sourire plein d'assurance, certain que les choses allaient maintenant tourner en sa faveur. Il ramassa la lance longue qu'avait laissé tomber un des poursuivants et la lança droit devant lui. Le chef, persuadé que cette manœuvre n'était qu'une diversion pour l'attaquer de côté, trancha la lance en deux d'un coup d'épée, tout en se préparant à parer l'attaque latérale qu'il croyait inévitable. Mais trop tard, au moment où il comprit qu'il avait frappé dans le vide, la lame de Baek Yuzeol venait de transpercer son cœur de face. Une notification du système apparut pour indiquer à Baek Yuzeol qu'il venait d'achever la mission du tutoriel. Le système le félicita d'avoir terminé cette première étape. Comme Baek Yuzeol avait avancé dans le scénario de manière totalement inédite, il reçut même une récompense spéciale. Le jeune homme, en fouillant le cadavre encore chaud du poursuivant, trouva un petit sac de pièces d'or. Mais il n'eut pas le temps de s'en réjouir, il devait encore franchir le précipice. De l'autre côté, un mage du groupe de sorciers du tutoriel le salua. Baek Yuzeol reconnut aussitôt ce personnage du scénario d'introduction. Il répondit d'un signe de tête, et l'un des mages lui expliqua qu'ici il n'y avait pas de pont. Pour traverser, il fallait sauter. Un autre mage à la chevelure bleue précisa qu'il fallait atteindre le 3e niveau de compétence pour oser franchir un tel gouffre. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles, Baek Yuzeol, lui, se trouvait déjà au milieu d'une plateforme flottante. Les 2 mages restèrent bouche bée. Baek Yuzeol utilisait encore la téléportation pour franchir les vides, comme si c'était un jeu d'enfant. Tous se demandèrent s'il s'agissait d'un sort de saut avancé, mais une voix féminine appartenant à une mage aux cheveux bleus leur expliqua que c'était bel et bien de la téléportation. Le mage aux cheveux rouges protesta, jugeant qu'avec la téléportation on ne pouvait pourtant pas contrôler la distance et la direction avec une telle précision. Il se demandait comment Baek Yuzeol faisait pour maîtriser cet art. Baek Yuzeol continuait à bondir d'une plateforme à l'autre, toujours avec la téléportation. C'est alors que 2 autres poursuivants, les compagnons de ceux qu'il venait d'éliminer, arrivèrent à leur tour. L'un d'eux lança aussitôt un sort contre lui. Baek Yuzeol n'hésita pas une seconde et esquiva l'attaque en se téléportant. Il réalisa que ces 2 nouveaux ennemis faisaient partie du même groupe de poursuivants, or, son sort de téléportation nécessitait 3 secondes de recharge. La prochaine attaque magique pourrait bien signer sa fin. Et en effet, il n'eut pas le temps de réagir que le 2e sort fusait déjà vers lui. Il s'en tira de justesse guidé par son instinct, mais perdit l'équilibre et glissa d'une plateforme. Dans ce moment critique, aucune autre plateforme ne se trouvait à portée pour qu'il puisse utiliser la téléportation. Mais il prit la décision de tenter un dernier saut dans le vide, usant de la téléportation pour agripper un PAN de plateforme flottante. À peine avait-il le temps de reprendre son souffle qu'une 3e attaque magique le visa. Baek Yuzeol, conscient qu'il n'avait plus aucune échappatoire, se voyait déjà condamné. C'est alors qu'une flamme bleue jaillit du haut de la falaise, engloutissant l'attaque des poursuivants et réduisant en miettes les plateformes voisines. Même Baek Yuzeol se demandait ce qui venait de se passer, se demandant comment cette attaque avait pu se produire. Dans ce tutoriel pour débutants, il ne s'attendait pas à voir quelqu'un manier 2 types de magie en même temps, et qui plus est, à en contrôler chaque attaque avec une telle précision. Celle qui avait sauvé Baek Yuzeol en déclenchant un sort à double attribut n'était autre que la jeune femme aux cheveux bleus du groupe de mages. Face à un tel retournement de situation, les 2 poursuivants n'avaient d'autre choix que de s'éloigner, fulminant de rage. Baek Yuzeol venait de survivre à cet assaut, et après avoir franchi la falaise, il remercia la jeune magicienne à la chevelure bleutée, qui l'avait aidé un peu plus tôt. Elle cependant, lui répondit de ne pas trop y penser. Intérieurement, Baek Yuzeol troublé, admettait qu'il n'avait jamais entendu une voix aussi envoûtante.
À cet instant, le système lui annonça l'ouverture du deuxième scénario, l'entrée à l'Académie Stella. Le soir même, Baek Yuzeol suivit donc la troupe des mages jusqu'à Stella. Ses souvenirs d'enfance revinrent le hanter, ses souvenirs où sa mère lui répétait sans relâche qu'il devait absolument devenir mage, au point où ses parents s'étaient privés de tout pour lui offrir de vieux manuels de magie d'occasion. Pourtant, Baek Yuzeol se rappelait que très jeune, on avait diagnostiqué chez lui un flux de magie qui fuyait, un corps incapable de contenir la moindre étincelle. On lui avait dit qu'il ne pourrait jamais pratiquer la magie. Il se réveilla en sursaut, en sueur, au petit matin. Le mage aux cheveux rouges l'informa alors qu'ils approchaient de la ville satellite, et qu'il ferait une halte avant de reprendre la route. Baek Yuzeol remarqua un peu surpris, que la jeune femme aux cheveux bleus ne cessait de le fixer. Lorsqu'il croisa son regard, elle détourna aussitôt la tête, sans un mot. Ce monde, remarqua Baek Yuzeol, ressemblait étrangement à la modernité de son monde, on y voyait des trains, des dirigeables, et des quais qui fourmillaient de voyageurs. C'était la cité magique d'Arcanium, un endroit où s'élevaient des tours de magie, un ordre de chevaliers mages et 5 académies renommées. Parmi elles, l'Académie Stella dominait, attirant les talents du monde entier. Baek Yuzeol se demandait bien comment l'ancien propriétaire de son corps avait pu venir étudier ici. Il ouvrit alors l'interface de ses compétences et constata qu'il souffrait du flux de magie fuyant, mais possédait aussi les aptitudes de l'intuition et de l'accélération cognitive. Cette particularité lui permettait de ressentir toute présence magique alentour, comme un 6e sens. Quant à l'accélération cognitive, elle lui permettait de réagir même à des attaques dépassant les limites humaines. Il découvrit aussi que l'attribut primaire de son personnage avait augmenté, signe que le système avait reconfiguré une partie de ses statistiques. Baek Yuzeol comprit qu'avec ce flux magique instable, il ne pourrait pas vivre longtemps sans s'entraîner. La solution pour stopper cette fuite et les indices pour empêcher la fin du monde se trouvaient, justement à l'Académie Stella. Au moment même où il se perdait dans ses réflexions, un message surgit soudain dans la fenêtre du système, l'invitant à consulter des informations cruciales. Mais le chef de la troupe de mages le rappela à l'ordre, lui disant qu'ils allaient partir. Il remit à plus tard l'examen de la notification, tout en remarquant que la jeune femme aux cheveux bleus le regardait toujours en secret. Peu après, Baek Yuzeol embarqua à bord d'un navire à destination d'Arcanium. C'était la première fois qu'il montait sur un bateau, et il dut essuyer les moqueries de ses compagnons, qui le traitaient de paysan. Un étudiant en particulier critiqua ouvertement la décision de l'Académie Stella d'accepter des gens du peuple. Baek Yuzeol choisit de l'ignorer, mais l'autre refusa de lâcher prise, semant la discorde à bord. C'est alors qu'une jeune femme surgit au milieu de la foule. Il s'agissait de la princesse Onfreya, venue du royaume. D'un simple regard, elle imposa un silence total. L'étudiant insolent baissa aussitôt la tête et se tut, et plus personne n'osa dire un mot. Elle laissa derrière elle une silhouette lointaine, et Baek Yuzeol comprit que Onfreya était un personnage central de ce monde, un rôle clé dans ce récit. Autrefois, elle s'était opposée à l'héroïne du jeu de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'elle connaisse une fin tragique. Peu importe la ligne temporelle, elle périssait toujours de façon épouvantable, comme si quelqu'un avait voulu que son sort soit marqué par le malheur. Pourtant, son apparence ensorcelante la rendait extrêmement populaire auprès des joueurs masculins. Alors que Baek Yuzeol s'apprêtait à aller dîner dans le restaurant du vaisseau, il découvrit avec un pincement au cœur que les repas y étaient d'un luxe inouï, et hors de prix. Incapable de se les offrir, il décida de patienter jusqu'au débarquement pour se restaurer plus modestement. À ce moment-là, la voix de l'annonceur retentit, précisant qu'ils atteindraient Arcanium dans 10 minutes. Il réalisa que la jeune femme aux cheveux bleus se trouvait elle aussi dans les parages, ainsi que l'héroïne originale du jeu, la plus grande prodige de l'histoire de cette fiction. C'était ici que l'histoire prenait enfin son envol. Cette pensée le fit soupirer de résignation. Il se rappela qu'il avait laissé une lettre inachevée. Grâce à une méthode peu orthodoxe employée lors du tutoriel, Baek Yuzeol avait obtenu une récompense spéciale, lui permettant d'utiliser l'équipement ultime du jeu ainsi que ses compétences les plus puissantes, et même de cumuler des points de compétence. Il choisit immédiatement la technique de la résurgence in extremis et la compétence de téléportation éclair. Le système l'informa alors qu'il ne pouvait sélectionner que des compétences ultimes, et non des compétences avancées, puis il expliqua longuement qu'il était impossible pour Baek Yuzeol d'accéder aux équipements et pouvoirs supérieurs. Après maintes réflexions, Baek Yuzeol se décida pour une paire de lunettes capables de collecter des informations. Ces lunettes enregistraient les connaissances apprises et les monstres vaincus, et pouvaient même mémoriser tout ce que son porteur avait entendu ou vu. Grâce à cet outil, il recouvrait au moins une partie des réflexes de son ancien statut de joueur. Pendant ce temps, des conversations fusaient autour de la prétendue trahison de la fille d'un traître, la mystérieuse jeune femme aux cheveux bleus, et sur la personne qui avait sauvé Baek Yuzeol. Ce dernier n'hésita pas à utiliser ses lunettes pour collecter des informations sur la jeune fille, découvrant qu'elle était présentée dans l'histoire comme une fausse héroïne. Issue d'une famille de mages de la foudre et de la glace, elle avait tout perdu à la mort de son père. Son clan anéanti, elle devait selon le scénario du roman dont le jeu était adapté, se battre à l'Académie contre Onfreya,
avant de trouver refuge auprès du protagoniste principal, mais sans jamais pouvoir reconstruire sa lignée ni assouvir sa vengeance. Ce qui troublait Baek Yuzeol, c'était la différence fondamentale entre le jeu et le roman d'origine. Dans le jeu, un personnage nommé Flamme avait été introduit, elle était une humaine réelle, projetée dans l'univers du roman, et était devenue la véritable héroïne du récit. La fausse héroïne, quant à elle, mourait invariablement, quelle que soit la ligne temporelle. Baek Yuzeol considérait que son sort ne le concernait pas réellement, même si ce dos fuyant lui paraissait étrangement familier, un visage qu'il ne parvenait pas à associer à celle qu'il avait autrefois sauvée. Peu après, Baek Yuzeol fut enfin intégré à la cérémonie d'ouverture de l'Académie Stella. Le directeur expliquait aux nouveaux venus que les magiciens noirs étaient des êtres déchus, corrompus par des forces venues d'ailleurs, et que les mages avaient pour mission de protéger le monde contre eux. Ensuite, il invita les représentants des nouvelles promotions à venir prêter serment. Les nouveaux étudiants rayonnaient de confiance et de fierté, mais parmi eux, celui qui attirait tous les regards était Mayuzon, un génie dont le niveau de mana avait déjà atteint le 9e rang. Son affinité avec la magie le plaçait au sommet, incarnation même du talent. Pour éviter que le drame ne se reproduise, il fallait que Mayuzon reste sur la bonne voie, un rôle qui incombait normalement à Flamme. Baek Yuzeol, quant à lui, craignait de provoquer un chaos narratif en interférant avec elle. Flamme était une voyageuse venue d'un roman d'amour, tandis que lui n'était qu'un figurant venu d'un jeu. Il ne se voyait pas comme autre chose qu'un rôle de second plan, indigne de s'impliquer de trop près avec eux. Il savait que Flamme possédait le pouvoir de purifier les magiciens noirs, et que s'il restait à ses côtés, il ne ferait qu'alourdir son fardeau. Il décida donc de rester en retrait, prêt à aider discrètement si nécessaire, mais sans jamais s'immiscer. C'est ainsi que Baek Yuzeol termina sa mission et entra véritablement dans la vie de l'Académie Stella. Bien qu'adulte, il se sentait encore mal à l'aise à l'idée de retourner sur les bancs de l'école. Il sortit la montre de poche frappée du sceau de l'Académie, un symbole de statut qui valait bien plus que celui d'un guerrier mage. Baek Yuzeol brûlait d'envie d'aller la montrer à tout le monde, mais déjà, un professeur demandait à la classe de s'asseoir et de ranger tous leurs objets personnels. Les élèves portant des lunettes devaient se soumettre à une inspection préalable. Il était clair que c'était l'examen de répartition des classes pour l'admission. Peu après, le professeur annonça le début des épreuves. Malheureusement pour Baek Yuzeol, les questions de l'examen lui étaient totalement incompréhensibles. Il savait que suite à cette épreuve, les élèves seraient répartis dans les classes S, et que la plupart des personnages du jeu intégreraient la S. Constatant qu'il était incapable de répondre, il s'était résigné à rendre copie blanche. Son regard se porta alors sur Mayuzon, le génie assis à côté de lui. Bien que ce dernier semblât plongé dans ses pensées, il avait déjà terminé toute sa copie. Mayuzon appartenait à la famille la plus puissante, dotée d'un cerveau hors norme et d'un talent inégalé. Pour lui, ce genre de questions était d'une simplicité enfantine. Cependant, selon les actions de l'héroïne, il pouvait basculer du côté du bien ou du mal. On disait que les humains démoniaques s'étaient pris d'intérêt pour la proclamation de Mayuzon, qui avait juré la destruction des magiciens noirs. De son côté, Baek Yuzeol se rappela qu'il pouvait tricher en utilisant ses lunettes à information. Il les sortit, mais à peine eut-il commencé à les manipuler que le professeur le surprit. Celui-ci s'indigna, exigeant de savoir ce que ces lunettes faisaient là et ordonnant à Baek Yuzeol de les lui remettre pour inspection. Baek Yuzeol dut obtempérer, la gorge serrée à l'idée que si l'on découvrait qu'il avait employé la magie, il pourrait être expulsé sur le champ. À cet instant, le système interne lui demanda s'il voulait récupérer ses lunettes perdues, mais Baek Yuzeol ordonna au système de se taire. Le professeur examina les lunettes avec minutie, sans trouver la moindre trace d'anomalie. Finalement, il les lui rendit, et Baek Yuzeol les remit en place d'un geste décidé. Avec les informations révélées par ses lunettes, les réponses aux questions lui apparurent avec une clarté foudroyante. Il se mit à rédiger rapidement, craignant même à force de justesse, de finir premier et d'atterrir dans la prestigieuse classe A. Cependant, au bout de 3 questions à peine, le professeur déclara la fin de l'épreuve. Les copies encore inachevées s'envolèrent d'elles-mêmes, le laissant médusé. Lorsque l'enseignant ramassa les copies, il découvrit rapidement celle de Baek Yuzeol, ne pouvant que soupirer d'exaspération. Puis, il s'écria avec force, sommant à nouveau Baek Yuzeol de rendre ses lunettes pour un contrôle plus poussé. Le professeur, après inspection, ne parvint toujours pas à y déceler le moindre pouvoir étranger. Décidant qu'il fallait appeler en renfort le professeur Graham, le professeur envoya immédiatement un élève chercher ce dernier. Baek Yuzeol, pour dissiper tout soupçon, s'était même appliqué à écrire ses réponses de manière particulièrement détaillée, mais cela n'empêcha pas la situation de dégénérer. Le professeur Graham inspecta soigneusement les lunettes d'information et déclara qu'elles ne contenaient aucune force suspecte. Il assura qu'à ses yeux, Baek Yuzeol avait rédigé sa copie en s'appuyant uniquement sur son propre talent. L'enseignant s'empressa alors de présenter ses excuses à Baek Yuzeol, qui répondit d'un ton calme qu'il n'y avait pas de problème et qu'il ferait simplement plus attention la prochaine fois. Plus tard, Baek Yuzeol, en consultant la liste des élèves admis en classe S, ne trouva pas son nom. Il en conclut qu'il avait probablement été renvoyé.
Pourtant, à la dernière ligne de la liste, il découvrit finalement son nom, lui apportant un soulagement inattendu. Un peu plus tôt, dans le laboratoire de recherche de l'Académie Stella, les professeurs évaluaient attentivement les copies. L'un d'eux examinait une feuille avec un sérieux tout particulier. Un doyen remarquant cette concentration inhabituelle, l'interrogea à voix basse. Il semblait que cette année, l'Académie accueillait nombre de nouveaux venus fascinants. Il évoqua la princesse de la flamme du royaume du feu, Onfreya, l'héritier impérial Jérémy Scalven, ainsi que le loup-garou du sommet de la tour des mages. En raison de l'arrivée de ces prodiges issus de tous les mondes de l'inscription, les professeurs avaient redoublé d'exigences pour la conception des épreuves. Ces dernières recelaient quantité de connaissances inédites, bien au-delà des manuels. Le véritable objectif n'était plus de vérifier les acquis, mais de jauger la capacité des élèves à raisonner et à rebondir. L'époque où l'on pouvait réussir en se contentant d'apprendre par cœur était belle et bien révolue. Sur les 1141 élèves, 1000 avaient rendu copie blanche, et la majorité des 100 restants avaient accumulé des erreurs grossières. À la fin, seuls 3 nouveaux avaient su répondre correctement aux 3 questions posées. Mayuzon, le génie d'exception qui ne naît qu'une fois par siècle. Flamme, la candidate du peuple, recommandée par le directeur. Et enfin, Baekhyuseol, dont le nom s'apprêtait à s'inscrire dans les mémoires. Il était compréhensible que Mayuseon et Flamme soient considérés comme des génies, mais que Baekhyuseol, avec ses 3 seules réponses aux questions les plus difficiles, figure pourtant dans la liste, laissait le vieux professeur perplexe. Le professeur semblait tourmenté en relisant sans cesse la copie de Baekhyuseol. Le professeur émérite tenta de lui expliquer qu'il existait des personnes capables de trouver des réponses même sans connaître la formule. Le professeur répliqua alors d'un ton dubitatif qu'un tel élève pouvait-il être un génie, voire un professeur émérite déguisé? Son collègue admit que cela restait possible, mais qu'il s'agissait peut-être simplement d'un hasard chanceux. Le professeur poussa un profond soupir, examinant à nouveau les informations d'identité de Baekhyuseol sans y trouver la moindre anomalie. Il avait simplement été admis comme étudiant spécial en raison de sa capacité à se téléporter. Tous soupiraient en silence, admettant que les choix du directeur pour les étudiants spéciaux étaient décidément particuliers. Mais de toute façon, il saurait bientôt s'il s'agissait d'un simple coup de chance ou d'un véritable prodige. Vint enfin le moment de l'annonce des résultats. Tous les élèves craignaient de ne pas être affectés à la classe à Baekhyuseol, lui ironisait intérieurement, imaginant que si c'était un jeu vidéo, il suffirait d'un clic de souris pour connaître la réponse. Très vite, certains étudiants remarquèrent la présence de Baekhyuseol, et les discussions allaient bon train. Ils se souvenaient qu'il avait eu 0 à l'examen d'entrée, et trouvaient tout de même étrange qu'il puisse intégrer Stella. Baekhyuseol se dirigea vers la liste de la classe F, persuadé qu'il allait être expulsé. Il remarqua beaucoup d'élèves qui s'interrogeaient. Comment un type comme Baekhyuseol pouvait-il rester dans cette école prestigieuse, alors même que le marquis héritier, à qui l'on avait attribué la meilleure note théorique, avait été placé en classe A? Et pourtant, Baekhyuseol découvrit contre toute attente son propre nom dans la classe S. C'était la classe la plus spéciale de l'Académie Stella, rassemblant seulement 41 élèves. Être dans la classe S signifiait côtoyer les protagonistes de l'histoire, mais aussi pour Baekhyuseol, vivre probablement moins longtemps que les autres. Il se résolut alors à rester invisible dans cette classe. Juste après son départ, Flamme, persuadée elle aussi d'avoir traversé un roman, s'approcha pour vérifier les affectations. Pendant ce temps, dans un autre coin de l'académie, un claquement retentit. La princesse Onfreya venait de recevoir une gifle qui l'envoya voler au sol. C'était sa mère, Onyil, qui la réprimandait sévèrement. Elle lui reprochait de n'avoir pas su résoudre 3 questions à l'examen, et affirmait que même les héritiers de famille déchus en avaient résolu 2. Onyil ordonna à Onfreya de retourner immédiatement réviser et de refaire les exercices. Elle lui confia qu'elle ne voulait pas que sa fille connaisse le même destin qu'elle, chassée du royaume et réduite à un simple poste de professeur, honte de la nation déchue. Elle la somma de surpasser sa sœur aînée. Onyil demanda à Onfreya si elle comprenait ce que ressentait sa mère. Onfreya répondit qu'elle comprenait, mais en vérité elle ne comprenait pas du tout comment les choses en étaient arrivées là. Dans la salle de classe de Stella, Baekhyuseol se tenait la tête, résigné. Possédant l'âme d'un adulte, il n'avait aucunement envie de fraterniser avec ses gamins. Il entendait même certains élèves de la classe S discuter. Leurs parents avaient protesté pour empêcher Baekhyuseol d'entrer en classe S. Baekhyuseol se dit qu'il serait sans doute persécuté, mais que de toute façon, il y aurait de nouvelles répartitions après chaque examen. À ses yeux, peu importait la classe, il finirait bien par la quitter un jour. Mais en réalité, quitter la classe S restait extrêmement rare. Il se souvenait encore qu'il y avait eu un étudiant dans l'histoire du jeu, qui était passé de la classe A à la classe S. Il balaya du regard ses nouveaux camarades. Dans quelques années, la plupart d'entre eux deviendraient des figures mondialement connues. Il restait encore 5 personnes destinées à trahir le monde de la magie, et Mayuseon figurait parmi elles.
Tout ce que Baek Yuseol espérait, c'était que la protagoniste de ce monde, la joueuse traversée, Flamme, puisse empêcher ce funeste destin. C'est alors qu'un professeur sévère et résolu fit son entrée. Il se présenta à l'assemblée comme le professeur Lee Wolf, en charge de la classe S. Dans la classe, certains murmuraient encore à propos de Lee Wolf, affirmant qu'il avait jadis éliminé un nombre incalculable de démons, dépassant même les 5 chiffres, et qu'il était une légende vivante, un guerrier magicien de rang 7. Lee Wolf poursuivit en soulignant que la classe comptait déjà de nombreux élèves exceptionnels, mais qu'il fallait encore plus. Devenir un guerrier magicien diplômé de cette académie nécessitait 3 années de formation rigoureuse. Il reconnut qu'il ignorait si tous parviendraient à suivre le rythme, mais il attendait d'eux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors qu'il s'apprêtait à commencer le cours, un élève apparut à la porte. Il s'agissait de Onfreya. Baek Yuseol constata intrigué que Onfreya, toujours ponctuel, avait cette fois manqué à sa réputation. Il s'empressa d'utiliser ses lunettes à intelligence magique pour analyser la situation. Il sut alors que la mère de Onfreya, cette redoutable magicienne de feu, était une femme cruelle et que la mort de Onfreya, plus tard, était inéluctable. Si Ezel avait été manipulée et condamnée par Flamme, Onfreya, elle, serait sacrifiée par un sinistre complot ourdi entre sa propre mère et Flamme. C'était là le destin tragique de l'antagoniste qu'elle était censée incarner. Baek Yuseol savait qu'il ne pourrait rien pour elle, lui-même n'était qu'un pantin fragile prêt à sombrer, incapable de sauver qui que ce soit. Il ressentait malgré tout un pincement au cœur pour Onfreya, mais préférait l'éviter. Onfreya pourtant, vint s'asseoir droit à ses côtés, le fixant sans dire un mot. Baek Yuseol, d'abord déconcerté, s'écarta rapidement, laissant la fille s'installer à sa place. Il avait comme l'impression que le scénario du jeu se mettait à dérailler. Le professeur Lee Wolf annonça alors qu'avant de commencer le cours, chaque élève devait hériter d'une baguette magique, une tradition sacrée de l'académie. Ces mots éveillèrent un vif intérêt chez Baek Yuseol, qui se rappela que la Stella Academia possédait 2 rites emblématiques, le pacte avec un animal magique et la cérémonie d'héritage des baguettes. Lee Wolf les conduisit aussitôt dans la salle des baguettes, précisant qu'il s'y trouvait des armes de niveau inférieur et intermédiaire, à choisir librement. Baek Yuseol, lui, savait parfaitement qu'en réalité, c'était la baguette qui choisissait son détenteur, et non l'inverse. Dans ce monde, un bâton magique vibrait d'une résonance unique lorsqu'il se trouvait entre les mains de celui jugé digne de le porter. Ainsi, les baguettes de haut niveau n'étaient pas à la portée de tous, quoi qu'on en dise. Il se retrouva quelque peu déstabilisé, car dans le scénario d'origine, il devait choisir sa baguette dans la classe F, et c'était précisément l'inverse qui était en train de se passer. Baek Yuseol se tourna spontanément vers les baguettes courtes, parfaitement adaptées au sort rapide, tandis que les longues étaient réservées aux grands sortilèges. Les autres élèves chuchotaient, certains doutant que Baek Yuseol parvienne à choisir une baguette. C'est alors qu'un jeune homme s'approcha de lui. Il s'agissait de Huslek, le fils du marquis. Baek Yuseol n'avait jamais entendu parler de lui. Huslek, avec un sourire narquois, lui demanda quel bâton il comptait prendre. Baek Yuseol haussa les épaules, disant qu'il prendrait n'importe laquelle. Huslek le railla aussitôt, lui conseillant de choisir une baguette convenable pour un simple roturier, afin de ne pas embarrasser les professeurs. Baek Yuseol ne se laissa pas troubler et répliqua simplement en s'éloignant, qu'il en allait de même pour Huslek, qu'il veille à ne pas causer d'ennui aux professeurs. Ces mots mirent Huslek hors de lui, il grinça des dents et pointa soudain une baguette pour prouver sa valeur. Un modèle de niveau intermédiaire supérieur, le plus élevé que l'on puisse trouver ici. En principe, expliquait la rumeur, ces baguettes étaient inaccessibles aux simples étudiants, trop puissants pour être réellement utilisés par des débutants. Pourtant, Huslek semblait déterminé à les revendiquer. Le professeur Lee Wolf demanda à chacun de se tenir devant la baguette qu'il avait choisie. Rota le prodige avait déjà arrêté son choix, tout comme le prince héritier d'un royaume et la princesse déchue d'un autre. Tous trois venaient de s'approprier les baguettes ultimes, des artefacts normalement réservés aux véritables magiciens. En entendant cela, Huslek ne put contenir son impatience et se dirigea résolument vers les baguettes de niveau intermédiaire et supérieur, déclenchant un murmure de stupéfaction parmi les élèves. Voulait-il vraiment s'emparer de ces baguettes ? Huslek, désireux de prouver qu'il avait sa place au sein de la prestigieuse classe S, saisit sans hésiter l'une de ces baguettes. À peine eut-il posé la main dessus qu'un éclair de lumière blanche jaillit et qu'il s'effondra au sol. Bien qu'il brûlât encore de frustration, il comprit qu'il n'y avait rien à faire. Même Baek Yuseol, qui observait la scène, se disait qu'il valait mieux renoncer à temps, car cette baguette appartenait déjà à quelqu'un d'autre, Ma Yuseon, le génie dont la réputation n'était plus à faire. Les élèves eux-mêmes avaient peine à y croire, même pour un prodige comme Ma Yuseon, arracher la baguette de niveau intermédiaire semblait impossible. Ma Yuseon cependant, s'avança avec une assurance tranquille. D'un geste sûr, il s'empara de la baguette, et un nouveau halo de lumière éclatante aveugla Baek Yuseol au point qu'il ne parvint plus à garder les yeux ouverts. Il était clair que Ma Yuseon venait de s'approprier la baguette, et tous furent saisis de stupeur. Baek Yuseol pourtant, trouvait cela presque naturel, car cet exploit ne faisait que confirmer encore une fois la dimension hors du commun de Ma Yuseon.
Très vite, Ma Yuseon remarqua le regard interloqué de Baek Yuseol. Tandis que ce dernier restait pétrifié, Ma Yuseon lui adressa un sourire énigmatique, ce qui provoqua en lui un véritable frisson d'effroi. Qu'est-ce qui se passait, au juste? Il restait une autre baguette de niveau intermédiaire, qui appartenait en réalité à Flamme. Mais l'histoire pouvait encore bifurquer. Si Flamme décidait de la prendre, Ma Yuseon s'intéresserait à elle, car Flamme était l'héroïne de ce jeu étrange où tout semblait se décider par avance. S'il en était ainsi, il y avait une chance de déclencher la branche de l'intrigue qui menait à un dénouement parfait. En revanche, si Flamme choisissait une autre baguette, tout serait compromis. Baek Yuseol se mit à prier en silence pour que Flamme se décide à prendre cette baguette, car seul ce geste pouvait susciter l'intérêt de Ma Yuseon pour elle. Mais Flamme ne bougea pas. Elle ne montrait aucune intention de saisir cette baguette, ce qui plongea Baek Yuseol dans un état de panique absolue. Se pouvait-il qu'elle n'ait pas compris l'importance de cet artefact? Ou bien était-ce son tempérament qui la retenait? Après tout, Flamme était l'héroïne du jeu, et selon l'histoire, peu importe la baguette qu'elle choisirait, elle l'obtiendrait forcément. Baek Yuseol, sentant le pire arriver, décida d'intervenir de force. Il projeta sa silhouette en un éclair vers Flamme, utilisant une technique de téléportation pour surgir directement derrière elle. Cette manœuvre peu orthodoxe la fit sursauter, et Baek Yuseol s'empressa de lui demander quelle baguette elle comptait prendre, ajoutant qu'il voulait l'aider à faire le bon choix. Flamme d'une voix sèche, lui signifia de ne pas s'occuper de ce qui ne le regardait pas, le repoussant avec un naturel déconcertant. Baek Yuseol trouva cela étrange, car dans l'œuvre originale, Flamme avait un tempérament enjoué et n'aurait jamais parlé ainsi à un camarade. Il insista pourtant, l'appelant une fois de plus pour lui assurer qu'il ne voulait que l'aider sincèrement à choisir la meilleure baguette. Cette fois, Flamme sembla perdre patience et le regard dur, hurla qu'il n'y connaissait absolument rien. Baek Yuseol, malgré la honte qui le submergeait, répondit qu'il avait entendu beaucoup de rumeurs sur elle et qu'il était certain qu'elle pouvait obtenir cette baguette, la baguette Terrivon, qui semblait receler un pouvoir particulier. À peine avait-il achevé ces mots qu'un sifflement se fit entendre. Un projectile fusa vers lui, et un nouveau halo de lumière blanche l'enveloppa. Quand il reprit ses esprits, il avait la baguette Terrivon entre les mains. Baek Yuseol, abasourdi, ne comprenait plus rien. Il voulut encore s'expliquer, mais en croisant le regard soudainement doux de Flamme, qui lui demanda simplement s'il avait besoin d'autre chose, il dut se résoudre à se taire. Peu de temps auparavant, tout le monde à l'Académie Stella s'était mis à commenter l'événement. 2 élèves venaient d'obtenir les baguettes de niveau intermédiaire. On disait qu'au fil des siècles, seuls 5 élèves y étaient jamais parvenus, et l'un d'eux, aujourd'hui même, n'avait utilisé qu'un simple sort de téléportation durant le test magique. La rumeur de ce prodige se répandait déjà, et Flamme, la protagoniste du jeu, paraissait plongée dans une réflexion profonde. Elle avait décidé d'aller s'isoler un moment dans la salle d'études pour calmer son esprit, car les discussions ne cessaient pas autour d'elle. Malgré tous ses efforts pour comprendre, elle ne parvenait pas à saisir comment certains pouvaient s'approprier les baguettes de niveau intermédiaire. Flamme, elle, savait bien qu'en traversant ce monde de jeu, il n'avait jamais entendu parler de Baek Yuseol, un personnage inexistant dans l'histoire originelle, qui semblait pourtant avoir déclenché un écho mystérieux dans le cœur de cette baguette légendaire. De plus, la manière dont cette personne s'était emparée de la baguette donnait l'impression qu'elle voulait le montrer sciemment à Flamme. Mais au moment où Flamme décida de ne plus penser à cette histoire, un camarade l'interpella derrière elle pour lui demander si elle se rendait à la salle d'études. Flamme reprit aussitôt son expression, affichant un sourire qui semblait aussi naturel qu'inné, et répondit avec un air de grande sœur, qu'elle n'était pas non plus un obsédé du travail. Cette remarque éveilla la curiosité de ses camarades, qui s'étonnèrent qu'elle les appelle toujours « les petits », alors qu'elles étaient toutes du même âge. Flamme se justifia en expliquant qu'elle avait l'habitude, chez elle, de jouer la grande sœur pour tout le monde, et que cette expression était devenue un tic de langage. Elle oubliait parfois qu'elle s'était retrouvée projetée dans un roman et ne voulait pas vraiment jouer le rôle d'un simple étudiant. À ce moment-là, une camarade, Jessie, demanda à Flamme si elle allait seule en salle d'études. Flamme se souvint de cette fille. Autrefois, sa coupe de cheveux était d'un style presque provincial, mais elle ressemblait désormais à la sienne. Elle expliqua qu'il y avait aujourd'hui un cours de soutien et qu'elle voulait simplement y jeter un œil. Après avoir promis à ses camarades qu'elles iraient boire un café ensemble une prochaine fois, elle les quitta et marcha seule. Flamme se sentait épuisée, accablée par l'idée de devoir retourner à l'école alors qu'elle avait déjà l'âge adulte. Distraite, elle percuta soudain quelqu'un. C'était Waran, l'héritier de la Tour des Mages. Waran s'assura aussitôt que Flamme n'était pas blessée, et s'inquiéta de son teint un peu pâle, lui demandant si quelque chose n'allait pas. Flamme perçut nettement la sollicitude de l'autre, et apprit que Waran devait partir chercher un remède énergétique. Flamme lui demanda alors s'il ne travaillait pas un peu trop dur, et Waran lui répondit que Flamme elle non plus ne ménageait pas ses efforts. Waran resta silencieux un moment, puis posa la main sur l'épaule de Flamme avec douceur, lui disant qu'il se reverrait plus tard. Flamme le regarda s'éloigner un peu perplexe, trouvant qu'il se mêlait un peu trop de ses affaires. Elle remarqua ensuite que Jessie, la camarade qui l'avait salué, l'observait toujours à distance.
Lorsqu'elle la salua de nouveau, elle tourna les talons et s'enfuit. Flamme se dit que ça ne devait sûrement pas avoir grand-chose à voir avec elle. Flamme arriva enfin à la salle d'études. Aujourd'hui avait lieu un cours de soutien important. Selon l'intrigue originale du roman, la protagoniste Ezel et l'antagoniste Ongfreya allaient toutes deux participer, et Flamme ne pouvait pas manquer cet affrontement entre l'héroïne et la vilaine. En entrant dans la salle, elle vit qu'Ezel était déjà présente. Le cours était organisé par Karl, un élève de la classe A, bien que ce fût normalement un cours pour les élèves en difficulté. Or, la salle était pleine d'élèves de la classe S, ce qui mit Karl sous pression. Elle se plaignait en soupirant qu'il n'aurait jamais imaginé que même le génie Mayuséon serait là. Mayuséon, le protagoniste masculin de ce monde, avait pourtant un intérêt tout particulier pour Baekhyuséol, ce qui intriguait Flamme au plus haut point. Flamme en conclut que cela ne pouvait pas être un simple hasard, car Baekhyuséol n'avait pas répondu aux 3 questions de la tour des mages, hormis celle du corps démoniaque. Flamme soupçonnait même que Baekhyuséol avait compris depuis le début que résoudre ces 3 questions ouvrait la voie vers la classe S, et s'il en avait eu connaissance à l'avance, cela en ferait un adversaire redoutable. Baekhyuséol de son côté, soupira profondément, priant pour qu'une âme charitable vienne écarter cet individu trop curieux. Mayuséon l'interpella alors avec un ton presque affectueux, lui demandant ce qu'il venait faire ici et avançant qu'un cours si ennuyeux n'avait sans doute aucun intérêt pour lui, à moins qu'il n'ait une raison bien spéciale. Baekhyuséol gêné, nia vaguement, bien qu'il fût effectivement là parce que ses résultats lamentables l'avaient poussé à accepter l'aide qu'on lui avait proposée. Il ne comprenait pas pourquoi Mayuséon s'intéressait tant à lui. Karl, l'élève de la classe A, annonça le début de l'épreuve et rappela les règles de l'examen de classement. Il expliqua qu'il n'avait lui-même résolu qu'une seule des 3 questions, et qu'au départ, il avait seulement espéré offrir un peu de pouvoir à des nobles aux résultats médiocres. Mais à présent, il se retrouvait face à une horde de monstres venus de la classe S, ce qui le plongeait dans un malaise évident. Karl posa rapidement les yeux sur Baekhyuséol, comme s'il voulait lui prouver sa véritable puissance. Sur le tableau noir, il avait soigneusement noté sa méthode de résolution. Lorsque le protagoniste du jeu, Mayuséon, demanda à Baekhyuséol si la solution proposée était correcte. Baekhyuséol, d'abord pris de court, ne comprit pas tout de suite de quoi il retournait, avant de croiser le visage innocent et inoffensif de Mayuséon. Il fallait bien avouer que Baekhyuséol n'avait jamais réussi à suivre le rythme des cours, et il ignorait tout des 3 énigmes magiques. Il admit donc sans détour qu'il n'en avait pas la moindre idée. Malheureusement, il avait parlé si fort que même Karl en plein exercice en resta interloqué. Ceux qui savaient que Baekhyuséol avait déjà travaillé sur ces fameuses 3 énigmes s'empressèrent alors de remettre en question la méthode de Karl, attisant la colère de ce dernier. Baekhyuséol, quant à lui, ne comprenait pas pourquoi tous les regards s'étaient braqués sur lui. Karl, hors de lui, écrasa la craie qu'il tenait entre ses doigts et lui demanda sèchement s'il pensait qu'il s'était trompé, avant de le défier de résoudre le problème lui-même. Baekhyuséol en resta bouche bée. À ses côtés, Mayuséon lui adressa un discret signe de pouce levé. Baekhyuséol comprit aussitôt qu'il venait de tomber dans un piège, mais il n'eut d'autre choix que de se lancer, la peur au ventre. Il remarqua d'ailleurs que l'héroïne du jeu, Flamme, le fixait avec une attention particulière, tout comme la princesse déchue Ongfreya. Baekhyuséol examina d'abord la méthode de Karl, puis chaussa ses lunettes de données. À travers ce regard aiguisé, il trouva le problème bien plus simple qu'il n'y paraissait, car il ne s'agissait en réalité que d'un jeu de mots déguisé en casse-tête, destiné à semer la confusion. Baekhyuséol vit que la méthode de Karl, bien qu'entièrement fausse, avait par hasard conduit au bon résultat, une simple chance insolente. Baekhyuséol expliqua qu'il ne pouvait pas en écrire la démonstration complète, mais qu'il était en mesure de relever les erreurs de raisonnement. Il souligna que l'énoncé faisait appel à de la magie sans attribut, et que si l'on introduisait des formules liées à l'eau ou à un pic de puissance, il fallait impérativement les adapter. Il avertit que l'application de telles formules aurait pour effet de renverser la bonne réponse obtenue par chance. Il conclut en expliquant que la méthode de Karl n'avait rien à voir avec l'intention de l'auteur du problème, et relevait simplement du hasard. Karl voulut protester, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Il dut se contenter d'acquiescer et sortit un carnet pour prendre des notes. Les autres élèves aussi se mirent à consigner les explications de Baekhyuséol, créant une atmosphère d'étude inattendue. Flamme en resta sidéré. Comment se faisait-il que tout le monde prenne des notes? Selon l'intrigue originale, c'était ici que la querelle entre Ezel et Ongfreya devait éclater, et non une séance studieuse où chacun s'appliquait à recopier des formules. Elle commença à s'inquiéter de la tournure que prenaient les événements. Pendant ce temps, le génie Mayuséon semblait étrangement fasciné par Baekhyuséol, allant jusqu'à lui faire un signe de la main pour lui dire au revoir après la classe. Baekhyuséol, qui souriait poliment en façade, n'aspirait qu'à ne plus jamais le revoir. Il soupçonnait que l'intérêt soudain de Mayuséon venait de ce bâton magique de niveau intermédiaire qu'il avait récupéré on ne savait comment, et qui semblait avoir éveillé sa curiosité. Au moment où il s'apprêtait à quitter la salle, Baekhyuséol aperçut Ongfreya, postée près de la porte. À son regard, il comprit aussitôt qu'elle l'attendait. Il essaya de l'éviter discrètement, mais Ongfreya l'interpella.
Elle lui déclara vouloir lui poser une question, ce qui étonna Baekhyun Seol, il ne s'était jamais attendu à ce que l'orgueilleuse Ongfreya s'adresse directement à lui. Elle expliqua qu'il n'avait toujours pas révélé la méthode de résolution de l'énigme, et Baekhyun Seol se retrouva bien embarrassé. Ce n'était pas qu'il refusait d'expliquer, mais il n'en était tout simplement pas capable. Avec un air de retenue, il fit comprendre qu'il n'avait pas de réponse à lui fournir. Ongfreya supposa alors qu'il ne voulait pas divulguer sa méthode devant tout le monde, et ajouta qu'elle ne s'attendait pas à obtenir ses explications gratuitement. Elle était prête à offrir une compensation pour obtenir la solution. Sa détermination était telle que Baekhyun Seol comprit qu'il n'avait plus d'excuses pour refuser. Ils se rendirent ensemble à la bibliothèque. Baekhyun Seol demanda alors pourquoi elle tenait tant à comprendre ces 3 énigmes, car après tout, elle n'avait commis que 3 erreurs, et lui-même n'avait réussi à résoudre que 3 exercices. Quand il demanda à Ongfreya s'il ne trouvait pas cela honteux, Ongfreya répondit qu'elle n'en avait cure, car à ses yeux, c'était bien plus humiliant de ne pas trouver la réponse correcte que de simplement se tromper. Elle ajouta qu'aussi longtemps que Baekhyun Seol lui indiquerait la méthode pour résoudre les questions, elle serait prête à satisfaire n'importe laquelle de ses requêtes. Baekhyun Seol, en consultant la copie de Ongfreya, remarqua que ses réponses étaient parfaitement orthodoxes. Il lui demanda alors pourquoi, elle qui devait avoir nombre d'amis puisqu'elle était une princesse, venait trouver un inconnu tel que lui. Ongfreya lui expliqua que parmi les 1141 nouveaux étudiants, seuls 3 avaient résolu les 3 fameuses énigmes du démon à 3 corps, et que cette information l'avait profondément étonné. Elle ajouta que ces 3 exercices n'avaient été conçus que pour piéger les élèves, mais que malgré cela, 3 personnes avaient réussi à en venir à bout. En entendant cela, Baekhyun Seol se figea pris d'un doute de plus en plus pressant. Brusquement, tout lui apparut clairement. Voilà pourquoi il avait été admis dans la classe S, pourquoi Flamme avait tenu à lui prêter son manuel. Il comprit que ses propres connaissances de ce monde restaient incomplètes, alors que Flamme, grande lectrice de romans d'amour, connaissait tous les moindres détails de l'univers et par conséquent, ces pièges subtils qui parsemaient le scénario. Il réalisa qu'une apparition soudaine d'un personnage qui n'existait pas dans l'œuvre originale éveillerait toujours la méfiance, et cette pensée le plongea dans un long silence méditatif. Il se souvint aussi de la promesse de Ongfreya, s'il l'aidait à résoudre l'énigme, elle accepterait de lui accorder un vœu. Baekhyun Seol demanda donc à Ongfreya de transformer sa baguette magique de niveau intermédiaire en une épée magique. Ongfreya, princesse d'un royaume disparu, jugea la requête si minime qu'elle n'y trouva aucun inconvénient. Surprise, elle demanda toutefois pourquoi un mage souhaitait recourir à une telle arme, précisant que seuls les mercenaires de rang D s'en servaient. Baekhyun Seol lui répondit que c'était simplement par goût personnel, sans pour autant avouer qu'il était incapable de manier la magie. Ongfreya, de bonne grâce, accepta immédiatement. Baekhyun Seol lui confia alors la méthode de résolution, qu'il qualifia de « conversion mentale ». Ongfreya, déroutée, déclara qu'elle n'en comprenait pas le sens. Elle avait toujours pratiqué la magie à la lettre, se conformant strictement à ce que les livres lui enseignaient. Baekhyun Seol sut que par le passé, lorsqu'Ongfreya avait atteint la 2e année, elle avait enfin découvert cette faiblesse qui l'empêchait de rivaliser avec Flamme. Et même s'il ne pouvait pas la lui exposer de front, il décida de lui en souffler un indice. Baekhyun Seol lui demanda si elle connaissait le concept de devinette. Ongfreya admit en avoir entendu parler, mais confia qu'elle en saisissait mal la logique. Baekhyun Seol, pour l'illustrer, posa une énigme, il l'interrogea sur ce qu'il y avait entre un genou et un genou. Ongfreya réfléchit longuement, puis finit par avancer une réponse qui fit rire Baekhyun Seol, car ce n'était évidemment pas la bonne. Il corrigea aussitôt, révélant la vraie solution, et Ongfreya resta bouche bée, fixant Baekhyun Seol avec un regard féroce. Baekhyun Seol l'exhorta à garder son calme, lui expliquant que l'énigme des 3 corps se fondait justement sur ce principe. Pour résoudre ces questions, il fallait adopter une logique inattendue, briser le cadre habituel. Il l'interrogea encore, pouvait-elle mémoriser l'imaginaire, le réduire à un simple automatisme? Ongfreya dut admettre que non. Baekhyun Seol lui expliqua alors que si les mages maîtrisaient les sorts et les nombres, le plus crucial restait cette capacité à s'extraire de toute convention, à voir le monde avec un œil neuf et créatif. Il lui fit comprendre qu'en se contentant d'appliquer mécaniquement les sorts des livres, Ongfreya manquait de la qualité première d'un mage, l'imagination. Cette remarque parut toucher une corde sensible, et le visage de Ongfreya se figea d'une expression glaciale. Pour alléger l'atmosphère, Baekhyun Seol enchaîna sur une autre devinette. Ongfreya, cette fois, répondit avec assurance. Baekhyun Seol n'en revenait pas, il ne comprenait même pas ses propres explications, et pourtant Ongfreya semblait les saisir. Encouragé, il lui posa plusieurs devinettes d'affilée, mais Ongfreya dut secouer la tête à chaque fois, tremblant d'impatience à mesure que les questions fusaient. Baekhyun Seol, sentant qu'il allait exploser, proposa finalement une devinette plus simple. Ongfreya réfléchit longuement, hésita, et finit par trouver la réponse, ce qui soulagea profondément Baekhyun Seol. En la voyant sourire, Baekhyun Seol sut qu'il venait d'assister à quelque chose de rare. Que ce soit dans le jeu ou dans la réalité, jamais encore il n'avait vu Ongfreya ainsi. Ainsi passèrent-ils 3 heures, plongés dans ces devinettes qui à la fin,
laissèrent Baekhyus et Hall complètement épuisés. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un simple jeu de questions-pièges pût les rapprocher de cette manière. Ongfreya y croyait vraiment. Si elle n'arrivait pas à résoudre ces énigmes, c'était parce que son imagination lui faisait défaut. Bien qu'elle fût un excellent mage, sa pensée manquait de souplesse, et Baekhyus et Hall avaient bien compris comment en tirer parti, ce qui lui laissait un léger sentiment de culpabilité. Baekhyus et Hall désormais n'espéraient qu'une chose, que la transformation de sa baguette en épée magique soit bientôt achevée. Pour l'heure, il se préparait à se rendre dans une librairie d'occasion afin de trouver les ouvrages dont il avait besoin. Rapidement, Baekhyus et Hall localisa la boutique en question, celle qu'il connaissait bien grâce au jeu. Il savait qu'un certain Piccolo y régnait en maître, feignant toujours de somnoler derrière son comptoir, alors qu'en réalité il ne perdait pas une miette des faits et gestes de ses clients. Cet endroit recelait notamment un carnet de Maela, diplômé 10 ans plus tôt avec les honneurs de l'Académie Stella. Dans le jeu, il suffisait d'un clic pour en parcourir le contenu. Dans la vie réelle, il fallait s'armer de patience et tourner les pages une à une. Cette boutique sans enseigne regorgeait de trésors insoupçonnés. Avec les notes de Maela en main, il serait aisé de briller au cours du Duc Luo, sans compter qu'un secret y dormait encore, soigneusement dissimulé par Maela elle-même. Lorsqu'il mit enfin la main sur l'ouvrage, quelqu'un d'autre tendit la sienne au même moment. Baekhyus et Hall reconnut aussitôt cette personne, c'était Ezel. Pourtant, elle semblait ne pas se souvenir de la rencontre qu'ils avaient eue avant la rentrée. Ezel évoqua alors la façon dont Baekhyus et Hall avaient résolu les 3 énigmes du démon. Elle jugeait ses réponses brillantes, même si elle n'avait pas suffi à lever entièrement le voile. À peine eut-elle terminé qu'elle se détourna, prête à s'en aller. Baekhyus et Hall se sentit soulagés. Le carnet était sauf, il ne l'avait pas perdu au profit de cette jeune femme. Il s'interrogea, pourquoi Ezel fréquentait-elle un tel endroit? Il comprit bien vite qu'elle cherchait à se procurer des livres à bas prix. Issue d'une noble lignée aujourd'hui déchue, elle n'avait plus d'autre choix que de fouiller les rayons de ces boutiques poussiéreuses. Son père avait péri sous la main des mages noirs, et la noble Ezel se retrouvait contrainte de marchander chaque ouvrage qu'elle achetait. Dans le scénario originel, une fois que Flamme devenait le héros de l'histoire, Ezel ne tardait pas à mourir. Baekhyus et Hall se surprit à penser qu'elle était peut-être la plus à plaindre de tout ce monde. Chargé de vieux grimoires, Baekhyus et Hall attira l'attention du libraire, qui s'étonna de la force de ce jeune homme. Le regard d'Ezel se fit alors un brin méprisant, elle jugeait étrange le choix de livres de Baekhyus et Hall. Lui de son côté, croyait qu'elle le surveillait pour une raison obscure. Ces traités de magie ancienne, à une époque où l'alchimie régnait en maître, paraissaient parfaitement inutiles. Baekhyus et Hall en étaient conscients. Ezel, elle ne comprenait rien à ces subtilités. Baekhyus et Hall lui expliqua pourtant sur un ton détaché, que si tout le monde se montrait aussi assidu qu'elle, chacun pourrait obtenir d'excellents résultats. Elle resta interdite, ses yeux reflétant l'incompréhension. Baekhyus et Hall savaient que pour ces matières littéraires, un peu d'effort suffisait à décrocher de bonnes notes, et grâce à cette pile de livres, ils n'auraient aucun mal à assurer ses résultats du semestre. Quelques jours plus tard, Ezel avait trouvé un cours réputé facile pour obtenir des points, mais en arrivant en classe, elle constata que tout le monde avait eu la même idée. Tous ses élèves paresseux comptaient sur cette matière pour empocher la bourse. Déçue, elle comprit qu'il lui faudrait chercher ailleurs une solution pour compenser. Le ventre creux, Ezel consulta la maigre pile de 60 tikerpas qu'il lui restait. Elle n'eut d'autre choix que d'acheter un simple morceau de pain pour calmer sa faim. En levant les yeux, elle aperçut Baekhyus et Hall qui assistaient à un autre cours, celui de la magie lunaire. Il y avait là bien peu d'étudiants, tous d'un niveau moyen. Ezel songea qu'en suivant ce cours, elle pourrait elle aussi obtenir des crédits sans trop d'efforts, et consacrer le reste de son temps à d'autres disciplines pour gagner encore plus de bourses. Elle soupçonnait même Baekhyus et Hall de choisir exprès ce type de cours, où la concurrence était rare, pour décrocher d'excellentes notes. À ce moment-là, Baekhyus et Hall écoutaient attentivement l'enseignant, qui parlait des origines de la magie. Il racontait comment le premier mage, surnommé le mage blanc, avait transmis ses savoirs au monde entier. Les elfes avaient hérité de la magie de la nature, les nains de la magie de la matière, les humains de la magie des éléments. Baekhyus et Hall songea alors qu'il lui faudrait encore subir 3 années de cours, il en avait déjà la tête qui tournait. Pourtant, cette matière avait son importance, elle recelait peut-être un indice sur la véritable fin de cette histoire. Un détail attira son attention, Ezel s'était elle aussi installée dans ce cours. Baekhyus et Hall se souvint qu'à l'origine, cette matière n'avait aucun rôle majeur dans le jeu. Baekhyus et Hall ne prit guère au sérieux ces histoires de cancer et de saignement. À ce moment-là, le professeur continuait son cours, et la curiosité humaine ne se limitait pas aux simples éléments. Les mages, en effet, avaient commencé à parcourir le monde pour voler la magie d'autres races. Un jour, le premier mage ancestral laissa derrière lui les 12 lunes divines avant de disparaître. À cet instant, le professeur interrogea la classe, demandant si quelqu'un connaissait ces 12 lunes divines. Un élève répondit qu'il s'agissait des gardiens qui protégeaient l'équilibre du continent.
Le professeur confirma expliquant que chacune de ces lunes possédait un pouvoir unique, comme celui de Arakaman, la lune de l'été, capable de manipuler des flammes rouges qui ne s'éteignaient jamais. Il ajouta qu'en pénétrant dans les abysses du phare, on pouvait même apercevoir ces flammes, et il invita les plus curieux à s'y aventurer. Mais Baek-Yuseol n'y croyait pas un instant, convaincu que le professeur plaisantait, pénétrer dans le domaine du roi des mers Arakaman relevait du suicide. Le professeur montra alors 2 papiers peints ornés de fleurs de cerisier, expliquant qu'ils représentaient un tourbillon gelé au milieu de l'océan, une œuvre des 12 lunes divines d'Orient. Il précisa que chaque lune possédait une capacité unique, et qu'en se réunissant, elle déclenchait un phénomène mystérieux dont personne ne connaissait la nature exacte. Dans le jeu originel, les êtres divins s'étaient endormis 1000 ans auparavant et ne s'étaient jamais réveillés. Baek-Yuseol avait déjà croisé quelques-unes des 12 abysses, et en recoupant les informations des autres joueurs, il avait même identifié 5 des lunes divines. Il en concluait que ces lunes étaient peut-être liées au véritable dénouement du jeu. Pour découvrir la fin authentique, il savait qu'il devait redoubler d'efforts. Ailleurs, le professeur Hong-il enseignait la magie du feu. Soudain, une flamme rouge traversa le ciel dans un grondement assourdissant, mais le mannequin servant de cible resta intact. Hong-il ne put s'empêcher de soupirer, sa fille avait décidément beaucoup de progrès à faire. Cette démonstration flamboyante mais totalement inefficace était l'œuvre de Hong Freya. Vexée par son échec, la jeune fille rousse s'isola sur un banc, ruminant sa honte d'avoir raté son sort devant sa mère. C'est alors qu'une autre élève, Arshuang, la rejoignit. Arshuang, un prodige du feu et ami de Hong Freya, la félicita pour la puissance de sa magie, assurant que ses propres sorts n'atteignaient pas une telle force. Mais Hong Freya répliqua que cela ne servait à rien si elle ne pouvait pas toucher la cible. Arshuang la rassura insistant sur le fait que la princesse était naturellement douée et que ses sorts dépassaient largement les siens. Hong Freya ne répondit pas directement, détournant la conversation pour confier que discuter avec elle lui avait remonté le moral. Elle s'éloigna ensuite, laissant Arshuang seul, qui la regarda partir d'un air pensif. De retour dans ses appartements, Hong Freya trouva son garde du corps, Tyrin qui l'avait attendu avec un café et quelques sucreries. Tyrin évoqua la dernière modification qu'elle avait apportée à la baguette magique Terrivon, affirmant qu'elle pourrait désormais canaliser de la magie avancée. Mais elle précisa que cette baguette avait quelque chose d'étrange, il absorbait la puissance de son propriétaire. Hong Freya en fut stupéfaite, car seuls les artefacts de magie noire avaient cette particularité. Tyrin expliqua que ce bâton était différent, capable d'entrer en résonance avec la nature. Hong Freya n'y croyait pas une seconde, pensant qu'une telle baguette à peine digne d'un mage intermédiaire, ne méritait pas tant d'égards. Tyrin insista, c'était précisément parce qu'elle absorbait l'énergie de son maître qu'elle avait été rétrogradée au rang de baguette intermédiaire. Hong Freya resta abasourdi, convaincu qu'aucun mage ne voudrait jamais d'un tel fardeau. Quelques jours plus tard, Baek-Yuseol assistait à un cours sur les trajectoires magiques. À ses côtés se trouvait Ezel, une autre élève assidue. Le professeur, un homme chauve, s'apprêtait à désigner un élève pour résoudre un problème lorsque Baek-Yuseol ennuyé, poussa un bâillement sonore. Le professeur l'entendit et l'appela aussitôt à la tribune. Baek-Yuseol, sans se laisser démonter, résolut l'exercice en un éclair, si rapidement que le professeur en resta bouche bée. Il demanda alors à Baek-Yuseol quel était son domaine d'études, semblant déjà vouloir le recruter. À proximité, Ezel n'avait pas cessé d'observer Baek-Yuseol. Après la classe, elle l'aborda directement, prétextant vouloir lui poser une question. Elle confia qu'elle le surveillait depuis un moment, et qu'elle le trouvait incroyablement intelligent, même comparé aux meilleurs élèves de l'académie. Ses capacités dépassaient parfois celles de leur propre professeur, et elle admettait ne pas comprendre comment il faisait pour suivre son propre rythme d'apprentissage. Elle lui demanda alors quel cours il comptait suivre ensuite. Baek-Yuseol, peu enclin à se dévoiler, répliqua avec un sourire ironique, lui demandant si elle s'intéressait à lui. Ezel lui reprocha aussitôt son impolitesse, mais Baek-Yuseol lui retourna la critique, arguant qu'elle aussi était indiscrète. Il ajouta avec une pointe d'ironie, qu'il comprenait bien que c'était normal chez les enfants curieux de poser 1000 questions. Ezel, un peu décontenancée, avoua qu'elle avait enquêté sur lui, intriguée par son comportement hors du commun. Les cours de la journée étaient tous conçus pour permettre aux étudiants d'obtenir d'excellentes notes. Il y en avait même un direct et incisif, qui interrogeait Baek-Yuseol sur l'endroit où il avait appris une telle maîtrise. Baek-Yuseol expliquait alors que ce n'était qu'un simple concours de circonstances, avant de se préparer à partir. À ce moment-là, Ezel, comme s'il avait pris une décision irrévocable, insistait pour le suivre de près. Baek-Yuseol lui confiait que si elle avait déjà mené une enquête sur lui, elle pouvait tout à fait assister à ses cours, cela ne poserait aucun problème. Ezel cependant, craignait que le fait d'assister aux mêmes cours n'affecte les résultats de Baek-Yuseol. Baek-Yuseol comprit aussitôt qu'Ezel, qui espérait obtenir une bourse, s'inquiétait en même temps de ne pas nuire aux notes de ceux qui l'entouraient. Il ne put s'empêcher de reconnaître en elle ce genre de personnage lumineux qu'on appelait dans les romans « la lune blanche ». Ezel finit par demander à Baek-Yuseol s'il la trouvait belle.
Puis, elle lui recommanda un cours réputé pour garantir de bonnes notes, mais Baekhyun répondit qu'il n'y voyait franchement aucun intérêt. Ezel répliqua d'un ton confiant que tout le monde disait que voir son visage permettait de réduire le stress. Pourtant, elle se reprit aussitôt, admettant que ce n'était qu'une blague et qu'elle avait déjà accepté de payer le prix fort. Baekhyun se surprit à penser que décidément, ces jeunes avaient tous cette obsession de « payer le prix fort ». Ezel en profita pour demander à Baekhyun s'il connaissait le secret de la 7e bibliothèque, même si elle savait que ce genre d'information risquait d'attirer l'attention. Baekhyun l'interrompit aussitôt, cette information était trop cruciale pour être ignorée. Il savait que grâce à elle, Flamme, l'héroïne de l'histoire, pourrait renforcer son affinité avec les personnages. Baekhyun rappela que c'était bien Flamme qui devait recevoir ce renseignement et non un simple figurant comme lui. Toutefois, Baekhyun n'avait pas envie d'entendre un récit aussi effrayant. Il décida donc de l'offrir gratuitement à Ezel, certain qu'un peu de gratitude de la part de celle-ci suffirait amplement. Puis, il conseilla à Ezel d'aller suivre le cours sur la méditation abyssale dispensé dans la section « Éducation et formation ». Ezel, embarrassée, laissa entendre qu'elle n'était pas très portée sur la méditation. Baekhyun dut alors inventer un mensonge. Il lui expliqua que son maître avait autrefois utilisé la méditation pour multiplier la puissance de ses sorts par plusieurs fois, et que personne n'en avait jamais rien su. Il insista sur le fait que pour les mages capables de lancer des sorts de destruction à grande échelle, ce genre de technique était crucial, mais qu'il ne la dévoilerait à personne d'autre. Il affirma que c'était seulement parce qu'il la trouvait belle qu'il la lui confiait. Ezel cependant, ne put s'empêcher de le contredire, rappelant qu'il venait à peine de dire qu'il ne voyait rien de particulièrement séduisant chez elle. Ezel annonça malgré tout qu'elle irait tout de même déposer une demande pour vérifier cela par elle-même. Baekhyun, quant à lui, ressentit une légère angoisse à l'idée qu'en lui révélant ses secrets, il risquait de bouleverser l'avenir. Il savait bien qu'Ezel allait encore mourir d'une mort atroce, mais il espérait malgré tout pouvoir l'aider un peu. Baekhyun se rappela soudain qu'il était lui-même un mage, et qu'il pouvait donc améliorer ses compétences par l'entraînement. Après tout, c'était par l'entraînement qu'il avait progressé, même si pour l'instant il n'y avait aucune quête de combat à accomplir. Il se dit qu'il devait remercier Ezel de lui avoir rappelé que l'entraînement pouvait aussi faire gagner des niveaux. De retour dans sa chambre, Baekhyun se laissa de nouveau impressionner par l'ampleur de l'espace. À l'Académie Stella, tous les étudiants étaient logés, et pour un joueur, ces dortoirs constituaient un peu leur sanctuaire. Pour Baekhyun qui avait perdu sa patrie, cette chambre était devenue un véritable foyer. La taille des chambres variait selon le rang de la classe. Bien entendu, la classe S avait droit au dortoir le plus luxueux de l'ensemble du bâtiment. Baekhyun s'assit en tailleur sur place et commença à cultiver sa force. Sa première tâche consistait à réapprendre à s'adapter à son corps. Dans le jeu, Baekhyun utilisait la technique de la fuite de mana, un cycle continu de polissage jusqu'à ce que la puissance accumulée jaillisse et qu'il parvienne enfin à forger une arme d'épée. Même si le scénario de Baekhyun n'était pas très développé dans le jeu et ne le montrait pas toujours à l'œuvre, il était tout de même le seul de cet univers magique à avoir atteint l'apogée de la construction magique. C'est pourquoi il devait maintenant recommencer tout le parcours qu'il avait autrefois suivi. Le rythme de sa respiration déterminait la quantité de mana qu'il pouvait raffiner à chaque cycle. Plus il respirait vite, plus la circulation de son mana s'intensifiait, et plus il utilisait ses compétences, plus ses niveaux progressaient rapidement. Sans qu'il ne s'en rende compte, l'aube du lendemain était déjà là, et le corps de Baekhyun était recouvert d'une fine membrane de mana. Pour la première fois, Baekhyun, dont la technique provoquait une fuite constante de mana, ressentait avec une telle clarté le message du système magique. La fuite de mana est montée en niveau. Améliorer sa constitution et ses compétences de furtivité était la clé pour espérer un jour trouver le véritable dénouement de ce monde. Le lendemain, le professeur les emmena tous dans un sous-espace créé par l'Académie, un endroit où l'on pouvait mener toutes sortes d'activités, comme lancer des quêtes annexes ou ouvrir des portails dimensionnels pour des entraînements au combat. Ce jour-là, la classe A et la classe S devaient s'y exercer ensemble. Les sections A1 et A2 rassemblaient au total 100 élèves, et la classe S comptait 41 élèves. Flamme, qui connaissait par cœur l'œuvre originale, se souvenait parfaitement qu'il n'était censé être que 39, et même en comptant sa propre présence venue d'un autre monde, ils auraient dû être seulement 40. Pourtant à présent, la classe S comprenait 41 élèves. Le dernier de la liste, ce n'était autre que Baekhyun. Dans l'histoire originale, la première année comptait 1140 élèves en tout. Avec son arrivée, Flamme avait calculé qu'ils étaient désormais 1141. Elle en conclut que Baekhyun faisait bel et bien partie de ce monde, et qu'elle devait à tout prix en apprendre davantage sur lui. Après tout, elle était la seule à connaître la version authentique de l'œuvre. Tandis qu'elle s'enfonçait dans ses réflexions, elle remarqua la présence d'un autre personnage, le prince héritier de l'Empire, Jérémie. Le jeune prince souriant, discutait aimablement avec les autres étudiants. Dans le roman, Jérémie poursuivait inlassablement Ezel, mais finissait toujours par être rejeté, condamné au rôle de malheureux figurant. Derrière son masque affable, il n'y avait en réalité que de la comédie.
Jérémie croisa alors le regard de Flamme et avec un enthousiasme parfaitement fin, la salua. Flamme ne put s'empêcher de remarquer à quel point ce prince était séduisant. Dans la hiérarchie de l'Académie Stella, le parti du prince héritier était particulièrement influent. Flamme se promit alors de bien se préparer à l'avenir. On remarqua ensuite que Jérémie de son côté, l'observait longuement de loin, comme s'il cherchait à percer ses pensées. Le professeur Lee Wolf reprit la parole pour expliquer que cet exercice n'était qu'un entraînement simple, mais qu'il fallait se plier aux règles sans discuter. Il rappela que si quelqu'un se mettait en travers de son autorité, il risquait de perdre des points et même de se faire renvoyer. Lee Wolf précisa que dans ce donjon d'entraînement, on trouverait de nombreux pièges ou monstres simulés, chacun présentant son propre niveau de danger. Tuer un monstre de niveau 1 rapporterait 4 points, un de niveau 2 8 points, et obtenir un bâton d'épreuve 20 points. Seuls les 5 premiers au classement pourraient prétendre à une récompense, et ceux qui perdaient tous leurs points ou étaient disqualifiés pouvaient aussi se faire voler leurs points par d'autres. Il indiqua qu'il était possible de former des équipes, mais précisa que c'était un pari risqué. Il conclut en souhaitant à chacun de décrocher le maximum de points. Aussitôt, le sol se mit à trembler, et la vibration s'intensifia jusqu'à ce qu'une forêt gigantesque surgisse, les arbres immenses déchirant la terre pour former un labyrinthe végétal. Le donjon s'était mué en une forêt primaire, et Flamme se lança dans l'action sans attendre.